Merci beaucoup pour l'organisation et pour l'invitation. Donc, préparation du malade à la chirurgie réfractive. Donc, il faut parler de tout ce qui va précéder cette chirurgie, à savoir tous les intervenants. Donc, on voit ici, ça commence avec le patient. Il faut savoir bien répondre à ses besoins, bien les identifier, savoir un petit peu c'est quoi ses attentes, parce que des fois, le patient il vous dit moi, j'aimerais bien lire, on va dire, les atomes d'une molécule. Ben, c'est pas possible, on ne peut pas avoir plus que la normale, ou bien lire à 50 km un panneau, alors que c'est pas possible. Donc, il faut tout le temps bien discuter avec le patient, c'est quoi ses attentes. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'en faisant le laser, ils vont voir mieux que les gens, on va dire, mieux que la normale. Donc, il faut bien discuter avec ça. Et puis, il faut bien agir sur tous les intervenants. Donc, l'assistante, elle doit bien sûr aussi bien être formée au discours réfractif. Donc, le discours réfractif, on va en parler tout à l'heure, c'est très important. Et aussi, donc, les orthoptistes qui vont travailler à faire le bilan de chirurgie réfractive, le topographe. La penseuse au bloc aussi, une fois j'ai eu une petite complication opératoire. C'est une penseuse qui avait utilisé un stéristrip et qui a posé le stéristrip sur la cornée. Et justement, la colle de ce stéristrip a fait qu'il y avait en fait un corps étranger sur la cornée. Et du coup, en faisant le smile, ça a fait un black spot. Et par la suite, j'ai eu un lenticule qui est resté et que je devais reprendre et enlever. Donc tout ça, on aurait pu l'éviter juste en faisant attention bien sûr avec la penseuse. Et aussi, c'est de ma faute, il fallait que je nettoie bien la surface avant de faire le geste. Mais ça, c'est des petites astuces que je partage avec vous justement pour ne pas tomber dans ces cas de figure. Et donc la gestion de tous ces aspects, il y a aussi une gestion qui commence à se faire par des chatbots. Des chatbots, je pense que vous allez en entendre parler encore plus. C'est des assistants intelligents, artificiels, qui vont commencer à parler à vos patients parce que, comme vous le savez, la chirurgie réfractive, il faut trop parler. Et des fois, on n'a pas trop le temps à répondre à toutes les questions de nos patients, surtout si on veut faire une consultation avec des patients qui sont qui veulent trop aller sur le détail. La consultation peut parfois prendre 30 à 40 minutes pour pouvoir tout répondre. Donc là, je pense que c'est quelque chose à laquelle notre équipe travaille justement pour développer des chatbots avec lesquels les patients pourraient discuter et ça va leur donner tous les conseils à faire avant l'opération, pendant l'opération, après l'opération, pour ne pas avoir à chaque fois à redire la même chose. Bien sûr, le médecin, il est au centre. C'est-à-dire que le médecin, il est responsable même de ce chatbot, il est responsable de la penseuse, de l'orthoptiste. Donc tout le monde, on va dire, repose sur le médecin qui se doit de tout le temps s'assurer que tout fonctionne bien. Donc moi, je vous présente mes meilleurs amis. C'est le frontofocomètre, le réfractomètre, le kératomètre, le tonomètre AR avec la pachymétrie. Bon, ceux-là, ils sont très faciles à avoir. Tout le monde va les avoir dans leur cabinet, c'est très facile. Donc le frontofocomètre, pourquoi c'est mon meilleur ami? Parce qu'à chaque fois, je vois le patient, il faut que je calcule ses lunettes. On va voir pour l'ancienne correction, celle qu'il a depuis 2 ans, et ça va me donner une idée si le patient il est stable dans sa correction. Donc juste en évaluant les lunettes, j'ai une idée, puis je demande bien sûr au patient, je lui demande est-ce que c'est les mêmes lunettes que vous portez depuis 2 ans? Il dit oui, c'est les mêmes, donc c'est bien stable. Alors le réfractomètre aussi, pourquoi c'est mon meilleur ami? Parce que déjà en voyant les mires sur le réfractomètre, ces petits cercles centrés par le petit pouce, si ces petits cercles sont un tout petit peu déformés, déjà, je peux avoir une idée s'il y a un risque d'avoir un kératocone, et dans ce cas-là, déjà, je refroidis le patient, je lui dis, écoutez, là, je vois quelque chose qui est assez anormal, donc je ne suis pas sûr qu'on pourra faire une chirurgie réfractive, mais voyons voir la topographie, ce qu'elle va dire. Après, le kératomètre, c'est intéressant parce que c'est une des premières choses à évaluer pour voir si le patient est effectivement éligible. Si on a par exemple un patient qui est fort myope et qui veut
bénéficier d'un laser, mais qu'on voit que sa kératométrie est trop plate, il a 39 dioptries de kératométrie, donc là c'est contre-indiqué, donc c'est même pas la peine de continuer de discuter pour un laser. Et puis la pachymétrie, donc aussi très très facile à faire déjà par le tonomètre. Si le patient a moins de 480 micromètres, voilà, il faut le refroidir, lui dire voilà, donc je ne sais pas si on pourra aller vers ça, mais on va quand même faire la topographie pour s'assurer de l'exactitude de ce tonomètre qui nous a donné cette pachymétrie. Et puis, pour les patients, enfin le topographe, bien sûr, c'est le plus important parce que c'est lui qui va par la suite assurer tout ce qu'on a vu par ces simples machines disponibles chez tous les ophtalmologues dans leur cabinet. Et le topographe va nous dire justement si on a une suspicion de kératocone, dans ce cas-là, on ne va rien faire, ou bien si c'est OK, ben, on peut y aller. Et puis si c'est un patient qui ne peut pas bénéficier d'un laser et où on veut placer un ICL, ben, on va évaluer la profondeur de la chambre antérieure par le topographe et aussi l'UBM pour voir aussi si on a un iris plateau. Donc, c'est des petites astuces pour les patients qui, parfois, on doute, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est pas faisable, on a moins 6, on ne sait pas si cette kératométrie est bonne ou pas. Donc, il y a une petite astuce, donc il faut tout le temps, avant de voir la kératométrie résiduelle qu'on va avoir en post-opératoire, donc chaque dioptrie de myopie correspond à 0,8 dioptrie de kératométrie qu'il faut enlever de la kératométrie du patient, c'est-à-dire si le patient a moins 2, par exemple, il faut enlever 1,6 dioptrie de kératométrie et tout le temps finir après le laser avec plus de 38 dioptries. Donc aussi pour la pachymétrie, parfois on peut avoir des pachymétries qui sont fines et ça c'est une situation très très fréquente au Maroc. Malheureusement en Europe ils ont des cornées très très épaisses et ce n'est pas le cas de notre population, donc il faut agir en conséquence et tout le temps avoir en tête que chaque dioptrie de myopie qu'on enlève correspond à 15 micromètres environ d'ablation stromale, donc il faut faire le calcul et tout le temps finir donc, avec un stroma résiduel de 300 micromètres et un cap qui est plus de 130. Donc c'est des petites astuces à tout le temps avoir en tête. Pourquoi ? Parce que le patient, il s'attend à ce qu'on lui réponde rapidement, il s'attend à ce soit on le dirige vers la chirurgie réfractive ou bien qu'on le recuse. Donc c'est quelque chose que le patient attend depuis toute sa vie. Il faut essayer de répondre, on va dire rapidement, mais bien sûr toujours avec l'aide des autres topographies et les autres examens complémentaires. Mais déjà, là en avant, juste avec ces trois machines, on a déjà une réponse. Et voilà, la stratégie, elle dépend aussi de l'âge du patient. Parce que si on a un patient qui, avant 40 ans, en général, ils sont bien satisfaits parce qu'ils auront une bonne vision de loin et de près. Donc, ça dépendra aussi de la métropie à corriger. Par exemple, si on a une myopie, si elle est inférieure à moins 10, on peut traiter par du laser. Si elle est supérieure à moins 10, dans ce cas-là, il faut penser aux ICL. Pour les hypermétropes, en général, on les traite quand ils sont inférieurs à moins 6 par du LASIK ou de la PKR. Et si c'est supérieur à plus 6, dans ce cas-là, il faut penser à une chirurgie d'implant FAC, les ICL, mais personnellement, j'en ai très rarement vu des patients hypermétropes de plus 6 qui ont une chambre supérieure à 2,8 mm ou bien 2,9. Donc il faut faire attention avec les hypermétropes de plus 6. Quand on a un astigmatisme, quand j'étais jeune, je me disais tout le temps, il ne faut jamais opérer un patient au laser quand il a un astigmatisme, parce que tout qui dit astigmatisme dit kératocone, c'est faux. En fait, on a des astigmatismes qui sont réguliers, c'est-à-dire des astigmatismes qui sont très facilement traitables avec le laser, et que ce n'est pas des kératocones. Seuls les astigmatismes irréguliers, c'est-à-dire les astigmatismes qu'on n'arrive pas à corriger avec les lunettes, et chez qui la topographie a montré qu'on a un kératocone qu'il ne faut pas traiter avec du laser. Et il y a aussi des kératocones qu'on peut traiter avec du laser par la PKR topoguidée. Donc on va aller sur la partie
qui est déformé, on pourra traiter avec du laser, avec la PKR. On peut parfois faire du cross-linking et même des anneaux. Alors, pour les patients qui ont de plus de 40 ans, c'est-à-dire c'est des patients qui sont presbytes, ou bien qui vont bientôt être presbytes, et dans ce cas-là, il faudra toujours parler à ces patients et leur dire qu'il n'y a aucune technologie qui existe à ce jour qui va rendre la vision de quelqu'un qui a un cristallin de moins de 40 ans. Il n'y a aucune. Il faut bien les mettre, il faut bien leur dire et les rendre conscients qu'en fait, il faut qu'ils oublient leur vision de avant 40 ans, ça n'existe plus. Maintenant, c'est une nouvelle ère. Il faut accepter les effets secondaires des implants FAP ou bien accepter d'avoir une monovision, c'est-à-dire un œil qui voit de loin et un œil qui voit de près. S'ils n'arrivent pas à accepter ça, c'est même pas la peine de discuter avec ces patients parce qu'ils veulent quelque chose de parfait après 40 ans, ça n'existe pas. Alors, si après, on lui dit que voilà, il y a quelque chose d'imparfait et qu'il accepte, dans ce cas-là, on lui demande, si c'est un patient qui veut faire les deux yeux en même temps et juste après avoir un résultat rapide, dans ce cas-là, c'est on va dire un laser s'il est myope. Mais dans ce cas-là, il faut qu'il garde un œil avec un -1 et après avoir déterminé l'œil dominant. Donc l'œil dominant, comment on peut le savoir? On lui montre une lettre au niveau du mur. Après, on lui demande de faire ça et de voir s'il arrive toujours à voir la lettre à travers ce petit triangle qu'on fait. C'est très rapide. Et c'est là où il dit, ah ouais, en fait, on a un œil qui voit de loin et un œil qui voit de près. Donc c'est vrai qu'on a un œil dominant. Donc c'est possible ce truc. Oui. Surtout qu'il va falloir attendre cette neuroadaptation et par la suite, ils sont satisfaits. Mais ce qui est important, c'est tout le temps en parler en avant, en amont, pour qu'ils ne soient pas surpris en post-opératoire. Donc pour les patients avant 55 ans, pour les implants multifocaux, en général, il faut éviter, sauf s'ils ont une cataracte. Donc s'ils ont une cataracte, on en discute, mais bien sûr, les implants multifocaux, il faut que le patient ne soit pas très myope, parce que qui dit myopie dit un sac qui est grand, et il y a un risque que l'implant ne soit pas bien centré. Et le choix aussi dépend de la nature du travail. Si c'est une femme au foyer, donc elle peut utiliser des implants bifocaux, un intellectuel qui ne conduit pas la nuit, un trifocal, ou bien des conducteurs nocturnes, on peut aller vers d'autres types d'implants. Donc le discours réfractif est très très important parce qu'il permet au patient de sentir qu'on est devant quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait, et c'est quelque chose qu'on peut très bien faire et très bien maîtriser en se documentant ou bien en assistant à ces congrès qui m'ont beaucoup aidé personnellement. Et puis donc quand on reçoit un patient qui a déjà été référé par un patient qu'on a opéré, c'est plus facile, il connaît l'histoire, il sait très bien qu'est-ce qu'il faut faire, mais il faut quand même répéter. Mais pour les patients qui viennent, mais qui sont réticents, bien qui ont des fausses idées, il est important de corriger ces fausses idées. Parce qu'il y a des patients qui pensent que quand on fait une opération laser, c'est une opération, donc il dit opération dit hospitalisation, il reste on opère sous anesthésie générale, ou bien voilà. Donc il faut quand même corriger certaines fausses idées. Donc surtout, il y en a qui pensent que la chirurgie réfractive, ça va entraîner des douleurs. Sauf que cette douleur, ça dépend de la technique qu'on va utiliser. Si on utilise un smile, ça n'entraîne pas du tout de douleur. C'est la PKR qui entraîne la douleur. Et aussi, il y en a qui pensent qu'ils vont avoir des sécheresses, surtout qu'il y a des groupes qui commencent à dire que voilà, il y a des personnes qui ont fait laser et qui ont eu de fortes sécheresses. Donc bien sûr, il faut faire des bilans de sécheresse avant, mais si voilà, on n'a aucun signe qu'on aura de sécheresse, donc il faut les rassurer et leur dire voilà, on va faire une technique qui a de fortes chances de préserver votre œil de la sécheresse, surtout si on fait un smile. Et puis, donc, pour les opérations, ils pensent que c'est des opérations qui sont longues, alors que l'opération de laser, du smile, ça dure 10 minutes. Donc c'est très rapide, le patient, ils n'arrivent pas à croire tout ça, jusqu'à ce qu'ils le font. Et voilà, donc après, ils vous envoient d'autres patients, mais sinon, ils pensent aussi que c'est œil par œil, alors que c'est les deux yeux.
Donc, pour les consignes préopératoires, donc en général, il faut demander au patient s'il est suivi pour une maladie auto-immune, une grossesse, qu'il a déjà un herpès, un traitement de l'acné, en général, ça contre-indique. Sinon, il ne faut pas qu'il porte de lentilles avant de faire la topographie. Et pour les patients après 40 ans, il faut les aviser qu'après, ils vont avoir une vision qui est floue en post-opératoire. Donc pour le jour de l'opération, il faut bien dire au patient de ne pas bouger la tête, de juste fixer la lumière verte et tout se passera bien. Donc il faut bien lui parler et toujours vérifier qu'il ne met pas de maquillage parce que des fois on passe plus de temps à lui enlever le maquillage qu'à lui faire l'opération. Et vérifier aussi que la surface cornéenne, il n'y a pas de colle, du stéristrip ni de mévol parce que ça aussi, ça entraîne l'inflammation. Donc la clé du succès, c'est qu'il faut maîtriser l'éligibilité du patient. Il faut bien maîtriser donc la kérotométrie, la pachymétrie et donc les techniques qu'il y a de disponibles pour voilà, déjà avoir l'air de bien maîtriser le sujet. Il ne faut pas juste avoir l'air, il faut bien maîtriser, mais justement pour le patient, ça le rassure de voir qu'on connaît bien le sujet. Et il faut aussi avoir une stratégie qui est déjà adaptée, déjà structurée dans sa tête en fonction de myopie, telle ou quelle technique choisir, et avoir et bien travailler son discours réfractif, bien travailler toutes les questions que peut poser le patient. Il faut que déjà la réponse soit déjà prête pour que voilà, on donne toujours au patient l'air d'être entre de bonnes mains. Et aussi, le jour J, toujours s'assurer que toute l'équipe soit vigilante. Et pour finir, je dirais préparer, c'est déjà opérer. Merci beaucoup, merci Dr Khalifi. Donc tout de suite on passe la parole à Sarah. Oui, donc